Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h45. Voici les titres à développer. Les médias sociaux sont devenus en quelques années un outil indispensable à notre quotidien. Présent dans notre vie sociale, ils créent une dépendance chez les utilisateurs. On en parle dans cette édition. Le Bénin regorge des sites et monuments historiques, des biens culturels matériels qui perpétuent la mémoire des événements sociopolitiques. Comment valoriser ce patrimoine matériel? Élément de réponse dans un instant. Et puis, un environnementaliste nous parlera de la laitue sauvage. Cette plante se développe dans des endroits ensoleillés comme le long des rives et des routes est reconnue pour ses propriétés antalgiques. Nous sommes en plein à l'ère du digital et les réseaux sociaux deviennent incontrôlables. Ils représentent non seulement un nid d'opportunités, mais aussi une source de monétisation. Seulement, les internautes développent une addiction qui influence leur quotidien. Et plusieurs conséquences découlent de cette dépendance vis-à-vis des réseaux sociaux. Perspective Tossa nous éclaire un peu plus davantage dans ce reportage. L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool. Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui crée des articles sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des textes, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et le youtubeur, c'est également un internaute, mais lui qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage, qui est une source de monétisation pour lui. L'influenceur, c'est cette personne-là qui est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui peut bien évidemment être porteur de l'image d'une marque. De suiveurs de fil d'actualité, on passe facilement à suiveurs de tendances, de mode de vie ou de points de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs. De femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui, donc influence positive de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage sur TF1, par exemple, où la jeune fille, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, la mettait en confiance. Alors un jour, cette personne-là lui a dit, écoute, tes parents, quand ils seront sortis, laisse la porte ouverte et moi, je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité. Votre vie privée reste votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de l'étaler sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage. Venons-en maintenant à la culture. Le Bénin dispose
de plusieurs monuments historiques qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Que peut-on faire pour mieux entretenir ces biens culturels matériels et quelles sont les probables opportunités qu'ils apportent au Bénin lorsqu'ils seront reconnus dans le patrimoine de l'UNESCO? Plus de précisions dans cet élément de Louis Koudobor et Baudelaire Canchélé. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture, de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention de techniciens qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. Nous parlons à présent de la laitue vireuse, encore appelée laitue sauvage, une espèce en voie de disparition au Bénin. C'est un légume qui a plusieurs vertus, mais malheureusement aujourd'hui, cette espèce souvent confondue au pissenlit est en voie de disparition. Désiré Agbessi, environnementaliste, nous édifie sur l'importance de la laitue sauvage. La laitue sauvage, c'est une espèce dont le nom scientifique est Loné tarasacifolia. Et beaucoup confondent cette espèce à une autre qu'on appelle pissenlit. Mais il y a une grande différence entre Loné tarasacifolia, la laitue sauvage, et pissenlit. La laitue sauvage, c'est une espèce connue sous le nom Nyatoto. C'est une espèce qui a plusieurs vertus. D'aucuns l'utilisent dans le traitement du diabète. On l'utilise également dans le traitement du paludisme, de l'indigestion, des plaies incurables, pour ne citer que ces maladies-là. Et mis à part ces vertus médicinales, Loné tarasacifolia contient des minéraux, des protéines, des acides gras essentiels et plusieurs vitamines également. Elle est utilisée sur le plan culturel et des bonnes dames aussi font la commercialisation de Loné tarasacifolia. Plusieurs recherches ont montré que Loné tarasacifolia est aujourd'hui confronté à des problèmes. Et le véritable problème, c'est sa disparition progressive. Et qu'est-ce qui explique cette disparition progressive de l'espèce? Nous pouvons parler de l'interruption brusque des pluies et les changements climatiques. Nous avons l'extension humaine. Aujourd'hui,
la population augmente. Et si nous prenons le cas de Cotonou par exemple, où l'espèce se retrouvait à certains endroits, aujourd'hui on ne retrouve plus ça pratiquement parce que les zones où l'espèce se retrouvait ont été occupées par les hommes. Mais le grand souci, c'est l'utilisation des intrants chimiques. La première des choses à faire, c'est d'encourager la production de l'espèce. La seconde chose, c'est d'accompagner ceux qui sont là et qui veulent transformer les espèces et de communiquer surtout autour de l'espèce pour montrer aux uns aux autres qu'elle a une importance capitale dans l'écosystème. Hors de nos frontières, précisément au Sénégal, le Fonds vert pour le climat ambitionne de développer un portefeuille de projets innovants et résilients au climat. Dans cette dynamique, la Banque agricole sera chargée de mettre en œuvre des financements pour soutenir les domaines prioritaires tels que l'énergie et l'agriculture. Le reportage. Le 4e programme Readiness du Fonds vert pour le climat s'inscrit dans la continuité des projets déjà entamés par le Centre de suivi écologique. Il sera mis en œuvre par la Banque agricole. Et c'est une percée extrêmement importante pour le Sénégal, parce que d'habitude, ce sont les entités publiques qui exécutaient ces programmes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une banque, c'est-à-dire une institution financière qui finance le développement, qui va mettre en œuvre ce programme. Alors, ce qui est prévu, c'est véritablement de poursuivre le processus d'accréditation de la Banque agricole. Parce que l'accréditation de la Banque agricole, c'est permettre déjà au Sénégal de renforcer son mécanisme d'accès direct. Au travers des ressources que nous avons pu tirer du Fonds vert climat, l'enveloppe fait à peu près 522 000 $, si je ne me trompe. Il y a des ressources qui sont prévues pour aider le Sénégal, son secteur privé, ses partenaires publics-privés, à pouvoir monter des projets avec l'appui de consultants qui connaissent bien les méthodes du Fonds vert, qui ont de la compétence, bien sûr avec toutes les entités nationales, à pouvoir mettre sur la table des projets de haute valeur environnementale et sociale et qu'on va pouvoir nous porter pour le soumettre au Fonds vert climat pour financement. Ces financements du Fonds vert pour le climat vont permettre au Sénégal de développer des projets innovants et résilients au climat. L'objectif étant de contribuer à l'atteinte de l'objectif mondial de limitation de la température du globe à 2 degrés, voire 1,5 degré. Pour ce faire, le Fonds vert pour le climat devrait mobiliser à partir de 2020, donc on est en 2020, 100 milliards de dollars par an. Cette enveloppe est destinée à soutenir les pays en développement dans les domaines prioritaires tels que l'énergie, l'agriculture, l'industrie, entre autres. Nous restons sur le continent africain, mais cette fois-ci, nous sommes au Cameroun. Depuis la fin du mois de juillet 2020, le prix moyen du kilogramme de cacao dans les bassins de production du Cameroun est descendu sous la barre de 1000 francs CFA. Et pourtant, depuis le premier trimestre 2019, les prix étaient à la hausse, surtout avec l'arrivée de nouveaux transformateurs locaux sur le marché. On croit les acteurs de la filière, cette baisse peut s'expliquer par l'essoufflement des transformateurs et autres exportateurs qui ont été très dynamiques tout au long de la campagne. Cette session d'information, merci de votre fidélité pour suivre ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.